d'abord très honorée d'être ici et je remercie donc la Fondation Philosophie de Monaco d'organiser de tels événements qui permettent effectivement à la pensée de sortir des sentiers battus et par exemple à la philosophie de se poser sur des questions comme le corps, question qui dans la tradition métaphysique de la philosophie est une question un peu délaissée. Donc, quand il y a un rapport entre philosophie et mode, philosophie et corps, je voulais faire une petite précision liminaire. C'est que moi, je me penche sur la mode en repérant les opérateurs de pensée qui sont actifs chez elle. Et donc, il n'y a pas de relation de subordination où la philosophie serait en position de supériorité en se penchant sur un objet qui ne se penserait pas lui-même. Donc j'ai voulu faire comme une espèce d'approche phénoménologique du monde de la mode en interrogeant ce qu'on a appelé et conspué comme sa superficialité. Et en prenant cette formule à revers, à partir de la fameuse formule de Paul Valéry tirée de l'idée fixe, ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau, formule que Deleuze n'a cessé de retravailler. Et donc, alors que la mode a été souvent associée au culte du superficiel, la frivolité, et donc à l'apparence qui cache donc la vérité, moi, il me semblait qu'on pouvait faire deux constats préjudiciels en examinant ce monde. Tout d'abord, le phénomène contemporain des top modèles me semblait convoquer des polarités qui semblent métaphysiques, les 4 couples donc, que Raphaël a cités, mais qui sont complètement distordus et rejoués. Donc, c'était les catégories, les dichotomies du temps et de l'éternité, de l'idée et de l'empirie, de la nature et de l'artifice, de l'être et du paraître. Et le deuxième constat, c'est que la mode me paraît un laboratoire de style, un laboratoire du social, une matrice du social, où était expérimenté et détourné ce que j'ai vu comme 2 dispositifs. C'est un platonisme tout à fait hétérodoxe et hérétique, et une inversion de l'incarnation. Alors, bon, je n'aurai pas le temps de développer le reste, mais j'avais 2 autres pistes pour analyser l'univers fashion. C'est la façon dont la mode excède le niveau du vestimentaire pour être une espèce d'inductrice de mode de vie. Donc, au lieu de restreindre la mode aux étoffes, aux matières, à l'apparence, aux cosmétiques, elle semble induire dans les sociétés contemporaines des subjectivations, des modes d'exister, des modes d'habiter son corps. Et donc, avec la double valence dont a parlé Marie-Aude, elle est à la fois du côté de l'émancipation, si on la prend dans son origine historique, avec Coco Chanel, elle a émancipé la femme. On peut y voir une position subjective et politique de la femme avec l'abandon du corset, donc le port du pantalon, et en même temps, bien sûr, en tant que formatage reprise par ce que Baudrillard ou Debord ont appelé le spectaculaire intégré, elle l'aliène. Donc il y a un double mouvement où elle permet à la fois des subjectivités minoritaires de se construire et où d'autre part elle formate et elle est assujettie à ce que Michel Foucault appelle le biopouvoir. Et le dernier pan dont je ne vais pas parler, donc je vous formule juste la proposition théorique, c'est que la mode me semble rejouer sous une guise tout à fait contemporaine la vieille querelle quasiment byzantine entre iconoclasme et iconoclastie et iconophilie, puisque d'emblée on peut la voir comme iconophilie de part et d'autre. Mais ça, c'est juste des propositions théoriques, étant donné le temps imparti et le timing sévère, je vais juste développer les premiers linéaments. Et donc, c'est la façon dont elle convoque des polarités fondatrices et dont elle les déjoue.
Donc, le temps et l'éternité, Marie-Aude en a un peu parlé, c'est qu'au travers du stylisme, des vêtements, des accessoires, des cosmétiques, la mode déploie un rapport très particulier au temps. D'abord, effectivement, elle dessine les tendances d'une époque et elle veut donner le là, donc d'une époque, mais en même temps, elle est toujours démodée. Donc, il y a une espèce de non-contemporanéité par rapport à elle-même que Giorgia Agamben a analysée. Et donc, la mode donne en quelque sorte, est la matrice du temps tel qu'il est vécu dans nos sociétés contemporaines, cette espèce de non-coïncidence ou de dysynchronie. Donc elle est toujours démodée parce qu'elle est en avance sur ce qu'elle sera et elle est en retard sur ce qu'elle est. Donc il y a comme un paradoxe d'Achille et la tortue. Mais elle se joue également du temps d'une autre manière, c'est qu'elle réactive en permanence des boucles temporelles, elle puise dans le passé, elle a tout un jeu au niveau des créations sur l'intertextualité, les citations, les clins d'œil, alors qu'elle a une histoire assez brève, puisqu'elle est née effectivement aux environs de 1856-57, avec les premiers défilés de Charles Frederick Worth, elle ne cesse de se construire en revisitant son passé. Et donc là, on pense un peu à la formule de Peggy, c'est le premier nymphéa qui répète tous les autres, phrase que Deleuze a brillamment donc mise en exergue. C'est comme si donc en permanence la première fois va être la répétition de ce qui adviendra. Et donc la temporalité de la mode se situe déjà dans ces eaux-là. Et de l'autre côté, il y a la polarité de l'éternité qui est bien sûr théoriquement incarnée par le corps diaphane, éthéré des top modèles. Et donc l'empire de la mode s'est bâti, me semble-t-il, sur le concept d'une idée au sens platonicien du terme, donc d'une eidos, d'une forme de la femme ou de l'homme idéal, césuré de cette race empirique. Et donc je passe la deuxième catégorie bifide, l'articulation de l'idée et de l'empirie. Dans le chef de la mode, il y a, à première vue, un hyper-idéalisme, ce qu'on pourrait appeler un icarisme. Donc la femme ou l'homme idéal qui est proposé doit être vierge de ce qu'Aristote appelait la corruption, tous les signes du changement. Donc on a presque un platonisme qui est hétérodoxe dans le sens où il n'y a plus la fameuse question de la participation du sensible à l'intelligible, puisque le sensible est passé par pertes et profits. Et c'est cette dialectique très particulière qui m'intéressait, parce que d'un côté, elle est platonicienne dans cette ode d'une chair dématérialisée, d'une chair qui paradoxalement, alors que le corps est célébré, en vient à sa disparition, et en même temps, elle est totalement anti-platonicienne et nietzschéenne, puisque ce qu'elle préconise, c'est l'éloge de la surface. Et donc c'est cet ensemble de paradoxes qu'elle met en œuvre sans la thématiser qui m'importait. Donc je reviens un peu plus en profondeur sur cette dialectique de l'idée dans l'empirie. Donc l'horizon sur lequel la mode se découpe pose clairement l'idée de femme, l'idée d'homme, de beauté, de séduction, d'élégance en clé de voûte de son dispositif. Parce que la charge est presque le rituel qui incombe au top modèle, c'est vraiment de s'effacer derrière l'idée de beauté, de séduction qu'elles incarnent. Et donc il y a comme un refus de tous les signes de finitude, de mortalité, de corruption qui dirigent et qui gouvernent le domaine de la mode. Je passe un peu vite au troisième. L'autre polarité qu'elle convoque en la déstabilisant, c'est la polarité de la nature et de l'artifice. D'emblée, la mode dit que la nature, il n'y a pas de nature naturelle. Donc la beauté est une construction, puisqu'elle ne cesse de varier au fil du temps, selon les cultures. Et donc l'essence du beau et l'essence de la nature
est de relever d'inventions éphémères en perpétuel réaménagement. Donc on peut dire que l'idéalisme de la mode est lié quand même en anti-essentialisme, puisque la mode pose la question spinozienne, qu'est-ce qu'un corps, que peut un corps? Et donc elle n'a cessé de jouer sur un bouger, certes limité, mais des polarités, les polarités hommes et femmes, les polarités adultes-enfants, les polarités peut-être homme et animal. Comme on peut voir les podiums comme un ensemble de ces tribus, de ces peuples auxquels on appelait Deleuze, avec des créatures un peu cyborgs, donc qui, au-delà du superficiel, essayent de montrer donc, que le corps est riche d'autres possibilités. Et donc, moi, mais c'était plus qu'une vision, c'est davantage une vision qu'une conception. Mais il me semblait que dans la typologie de Deleuze et Guattari, lorsqu'il parle du corps sans organes, donc terme qu'il reprend à Artaud et qui définit donc un corps qui n'est plus soumis à une hiérarchie organique, mais un corps qui invente sa propre expérimentation, on pouvait voir le corps des top modèles comme une sorte, une expression particulière du corps sans organes, un corps quasiment angélique où les top modèles seraient comme des intercesseurs, des anges, des créatures passerelles entre l'idée du beau et les idées vertébrées par les créateurs et les fashionistas ou la sphère empirique. Et donc cette notion de corps sans organes, donc de création d'un autre corps au travers du vêtement, me paraissait une piste importante. La quatrième dichotomie que la mode met en place, mais subvertie dans le mouvement même, c'est bien sûr la catégorie de l'être et du paraître, puisque s'il est une catégorie qui est cardinale et consubstantielle au monde de la mode, c'est bien celle de l'apparence. On ne va pas revenir sur la longue tradition métaphysique qui date donc du platonisme et du christianisme, à savoir la volonté de conspuer, de critiquer l'apparence pour sa charge soit de séduction, soit d'errance. Et donc dans la mode, c'est pour ça que je vous disais que la mode peut être nietzschéenne, parce que là où toute la tradition philosophique a toujours accusé l'apparence de nous emporter dans la magie de la belle forme, donc de nous piéger dans un monde d'essence vide qui ne serait plus relié à la réalité. Or, donc il y a comme une équation quasiment morale entre apparence et frivolité, apparence et tromperie. Donc c'est un dispositif qui est quand même ancré dans ce que Nietzsche appelait le platonisme et puis le christianisme, le platonisme pour le peuple. Et donc la mode, paradoxalement, va faire de l'apparence un monde va faire sauter cette dichotomie entre être et apparence pour nous donner à voir ce que Marie-Laure a abordé, un monde de simulacre. Donc qui ne passe plus par cette dichotomie entre un être qui serait chargé de la vérité et une apparence qui serait fautive. Et donc je pense que quelque part, en un raccourci un peu rapide, on peut dire que la mode est tout à fait baudrillardienne, ou c'est la revanche de Klossowski ou de Baudrillard sur Platon, pour faire très vite. Je n'ai jamais l'estimation du temps qui passe, donc si Raphaël ne me fait pas des grands signes. Donc, donc le premier constat, c'était en quoi la mode subvertit le platonisme, puisque dans le platonisme, sans faire un b.a.-ba trop rapide, mais la grande question est la question de l'articulation entre le sensible et l'intelligible. Dans le monde de la mode, quasiment on l'évacue, et on l'évacue de plus en plus, puisque on peut penser au top modèle, aux images de synthèse, au top modèle cyborg. Bientôt, à la rigueur, le corps, la matérialité
de la personne n'est plus nécessaire pour exemplifier l'idée de beau, puisqu'on peut se passer du corps lui-même. Donc le grand paradoxe de la mode, c'est que pour mettre en valeur le corps, il aboutit à sa dissipation, le degré 0 degré, son évanescence. Donc il y a une dématérialisation qui est consubstantielle à son fonctionnement. Et le deuxième grand dispositif que la mode me semble mettre en œuvre, et sans le thématiser bien sûr, mais que j'ai repéré comme étant agissant, c'est l'inversion de l'incarnation. Simplement l'incarnation, là où dans la théologie, l'incarnation désigne le Verbe s'est fait chair, comme dit l'évangile de Jean. Donc le top modèle emblématise l'exact opposé, puisque c'est la chair qui se fait verbe, la chair qui se fait pixel et qui se fait image. Et donc on a un corps qui est réduit à l'épure de sa forme, complètement allégé à nouveau de tous les signes sensibles, pilosité, odeur, marque épidermique. Et donc on peut voir aussi le monde de la mode comme un monde qui officie un dernier rituel païen où les mannequins rédiment en quelque sorte la chair sensible et tout ce qui est périssable. Et c'est pourquoi j'avais eu l'idée d'appeler le corps des top modèles un corps glorieux, un corps de gloire, donc qui n'est plus affilié à la finitude. Peut-être un dernier mot sur ce que j'appelais la perdurance et le renouvellement de la querelle ou de l'affrontement entre iconodulie et iconoclastie dans le monde de la mode, puisque la dimension iconophile de la mode est d'emblée absolument évidente, puisque le corps devient quasiment image. Le 3D est réduit à ces deux dimensions. Et donc, il y a un culte de l'image qui culmine dans une espèce de fétichisation où l'image, à la rigueur, tient lieu de plan d'être. Il n'y a plus lieu d'avoir un plan ontologique puisque c'est l'image qui est elle-même l'être en tant que tel. Et donc, il y a une espèce de dissolution du réel, de la matérialité, dans l'empire des signes, donc ce que Roland Barthes a remarquablement écrit. Et donc, si je fais appel à cette ancienne querelle entre iconoclaste et iconophile, c'est parce que la mode me semble reconduire celle-ci. Donc, très très vite, la querelle donc était tournée autour de la question de la représentation du divin et de sa possibilité ou du refus de cette possibilité. Et donc dans l'Empire romain d'Orient, donc au 8e et 9e siècle, les iconoclastes se rangeaient parmi les partisans des empereurs byzantins qui s'opposaient justement à la possibilité de représenter le transcendant, le très haut ou le saint, car l'icône risquait de glisser dans l'idole. Il y avait un risque d'idolâtrie, un risque le veau d'or, dit de vénération. Et donc, le culte, au lieu de s'adresser à Dieu, s'adresserait à l'image. Donc, il y aurait un déplacement coupable. Et de l'autre côté, donc l'iconoclasme byzantin s'est répercuté par la suite chez, bien sûr, Calvin dans le protestantisme, puisque là, il y a un anathème très clair prononcé à l'encontre des images. Donc, le fini ne peut pas cerner l'infini. On peut bien sûr penser à l'iconoclastie de l'État islamique aussi. Donc c'est quand même une tradition où le fait d'enfermer Dieu, mais où ici d'enfermer l'idée du beau, je fais une espèce de parallèle, serait blasphématoire et attenterait à l'idée de Dieu. Et donc, dans le monde de la mode, où il y a cette frénésie d'images qui ne cesse de proliférer, il me semblait qu'il y avait un élément iconoclaste
qui venait du fait que s'il y a une telle frénésie, une telle prolifération dans le visible, dans la représentation, c'est que quelque part, il y a un point d'irreprésentable, et d'autre part, que peut-être elle vise l'image absolue euh, qui serait la dernière image, l'image qui condenserait à la fois la beauté en soi, la beauté de la femme, l'idéal, et le fait de ne pas parvenir à asseoir cette identité la contraint à une prolifération infinie. Voilà, je pense que je vais clôturer sur cette question-ci pour passer la parole aux autres. Merci beaucoup, Véronique Bergen.